amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles échappées belles. Nous allons partir à la découverte d'un petit paradis de la randonnée pédestre entre bord de mer et arrière-pays. Bienvenue pour ces nouvelles échappées belles sur les sentiers varois. Avec près de 8 millions de touristes par an, le Var est après Paris la première destination touristique en France. Ça fait du monde. Alors se pose forcément la question de la préservation de ces sites exceptionnels. Tous les passionnés que nous allons rencontrer participent à leur protection. Allons les rencontrer. Vous êtes bien équipés, vous? C'est ma fort du Dramont, voilà. Moi, je vais côté Saint-Raphaël. Je suis dans la bonne direction. C'est la bonne direction, pas de problème. Je pars là à la découverte des sentiers varois. Il paraît que c'est les plus beaux, allez, de France, voire du monde. Allez, de France déjà, c'est pas mal. Je peux pas dire le contraire. Moi, j'ai quitté Paris pour l'Estérel, donc... Donc vous êtes un amoureux. Exactement. Mais comme vous tous, là, vous faites partie d'un club de randonnée? Le Rando Club Raphaëlois. Ah, on est du même club, là. Ouais. Et vous partez souvent en rando tous ensemble? Oui, 2 fois par semaine. Ah, c'est sympa, ça. Mercredi et dimanche. Bon, d'accord. Bah écoutez, moi je continue ma route et puis la prochaine fois je pars avec vous alors. Avec plaisir, on vous attend. Bon bah bonne rando alors. Hein. Bonne rando, au revoir. Au revoir messieurs, dames. Poisson fraîche glace alors. C'est haute fréquence, Sophie Jovillard vous invite à prolonger vos vacances. C'est génial. Dans un cadre pareil, c'est le paradis. Tous les gens, du moment qu'ils sont en vacances, ils sont en relax, no stress. Même s'ils font un peu la queue pour les baigner, il n'y a pas de problème. De Saint-Raphaël à Roquebrune-sur-Argence. C'est vrai que c'est un endroit qui est devenu ma maison. Je me sens bien, franchement, on s'y plaît. En passant par le sanctuaire de la Sainte-Baume. Hop là. Un signe des anges. Longer les sentiers varois à la rencontre de gens heureux. J'habite là depuis 30 ans. Et à chaque fois que je repars, en fait, j'ai un petit bout d'Estérel qui me manque. Hop, hop, hop. Bye bye. Ben voilà, ça valait le coup de faire la balade rien que pour ça. C'était extra. Et voilà, ta chambre est finie. Et par contre, juste s'il se met à pleuvoir, tu me feras une petite place. Une échappée qui devrait vous faire du bien. C'est un peu l'intérêt ici, c'est prendre le temps de se perdre en fonction des chemins. Et plus on est curieux, plus on découvre des choses à travers les chemins, les cheminements qui s'offrent à soi. Regarde Sophie là-bas derrière moi, sur la gauche, on a le Lion de mer, une petite île typique de Saint-Raphaël. Juste là, sur notre droite, on a la cathédrale de Saint-Raphaël. Ensuite, si on regarde derrière la cathédrale, on a le massif de l'Estérel. Ah, le voilà. C'était quand même très original de ta part de me donner rendez-vous ici. Hein. On est des grands enfants ou pas? Oui, c'est ça, c'est vrai, tu as raison. Ça a des petites saveurs d'enfance d'être là, parce que moi, ça fait une éternité que j'étais pas de monter dans une grande roue comme celle-ci. Saint-Raphaël a vraiment une position géographique très particulière entre Méditerranée et massif de l'Estérel. Exactement. Et la Grande Roue, je trouve que ça se prête particulièrement en fait, pour voir tout ça à un seul endroit. Ouais. Et moi, ça fait 30 ans en fait, que je bourlingue dans le massif. Donc je vais te faire découvrir des petites pépites du massif de l'Estérel. Elle est arrêtée. Est-ce que je dois m'inquiéter là? Non, pas du tout. C'est pour qu'on puisse profiter de la vue. Ah voilà, c'est ça. On va en profiter alors.
Alors là, on est vraiment dans la vieille ville de Saint-Raphaël. Ça se donne vraiment des petits airs de village provençal. En fait, c'est là que Saint-Raphaël s'est créé. Ici, si tu veux, les Romains ils se sont installés avec le Forum Julie, parce qu'en fait, ils avaient une route qui allait de Rome jusqu'à ici. Ils ont colonisé un petit peu tout le bassin méditerranéen. Par la suite, c'est devenu un petit village de pêcheurs. Vu cette situation en bord de mer qui était idéale. Exactement. Ouais. Et on a ensuite Napoléon Bonaparte qui a débarqué ici en octobre 1799. D'accord. Il y a des grandes personnalités qui sont venues là, Sarah Bernard, Colette. Il y a même Antoine de Saint-Exupéry qui avait une maison dans le coin. Oui, il habitait à Aguet, un petit quartier de Saint-Raphaël. Bon alors Sophie, maintenant on va aller se préparer pour notre bivouac. Et forcément pour un bivouac, il faut qu'on mange. Ouais, c'est mieux. Enfin, je veux bien. Ouais. Alors moi je te propose d'aller voir une copine qui a une petite boutique. C'est juste là. Bonjour. Bonjour Candy. Salut Thibaut. Oh, quelle est mignonne cette boutique. Bienvenue. Merci, c'est gentil. On vient faire des petites courses pour notre bivouac. Vous êtes au courant, je crois? Oui, Ouais. j'ai déjà pas mal préparé. Donc, généralement, Thibaut, il me laisse libre choix et je lui prépare ça dans des bocaux parce qu'il m'a déjà dit qu'il n'y avait pas de souci pour porter. Donc, on est sur des bocaux en verre. Chacun, on se répartit? On va se répartir tout ça. D'accord, ok. Donc là, pour le repas, j'ai prévu des petites choses apéritifs. On a une petite tapenade qui vient du côté de Nice, tapenade d'olive verte. Là, on a les petits biscuits apéro qui sont faits à Manosque par une petite biscuiterie artisanale. Et là, après, donc là, on a une préparation que je vous ai déjà mis dans le bocal où en fait, on est sur un taboulé. Donc Thibaut, il va avoir un petit thermos avec de l'eau chaude et vous allez pouvoir juste verser la quantité d'eau chaude. Mais c'est une super idée de faire ça, parce que c'est vrai, on part toujours en bivouac avec son sandwich au jambon, le beurre un peu fondu. Là, ça va, c'est pas trop lourd. Et en plus, c'est sain, c'est bon et c'est local. Puis tu vois, on va faire directement la préparation dedans. Ok, parfait. Et avec ça, on boit quoi, alors? Bah ouais, on dit apéro, c'est boisson. Apéro, c'est possible. C'est vrai. Oui, on a du pastis en vrac. Le pastis bio. Voilà, du pastis bio. Il est vraiment très fleuri. Voilà. On va goûter, juste pour goûter. Une petite lichette. Ouais, très bien. Et ça fait longtemps que tu as cette épicerie en vrac bio ici à Bientôt Saint-Raphaël? un an. Ok. Tu faisais quoi avant? J'étais comptable. Ah oui, d'accord. Changement de vie. Exactement. Il sent bon ce petit pastis bio. Bon, écoute, voilà, on prend tout ça. Combien de doigts? Eh ben, je pense qu'on va mettre ça sur le compte de Thibaut. Okay. Comme d'hab. Merci encore. Bon bivouac, profitez bien et mangez bien. Oui, ça va être très bon, je le sens. Changement de décor. Ouais. Là, je te fais passer par le petit sentier des douaniers, au chemin du littoral, avant d'aller dans le massif de l'Estérel. Et c'est là où on peut commencer à voir des maisons un peu cachées. Alors, ce sont des villas Belle Époque. Ouais. Il faut savoir que Saint-Raphaël, c'était un haut lieu de villégiature au milieu du XXe siècle, quand en gros il y a eu le train qui est arrivé, ce qui a permis en fait au monde de venir à Saint-Raphaël et donc de développer cette ville. Ici, on a des beaux exemples. Déjà, juste là, à la pointe, c'est une de mes villas Belle Époque préférées. Mais alors en gros, ça s'est un petit peu inversé. Avant, on venait ici l'hiver, et maintenant, c'est plutôt l'été qu'on vient profiter de la Côte d'Azur. Bon, nous, c'est du soleil qu'on profite aujourd'hui. « 192 km de sentiers longent le littoral varois. Mais pour bien comprendre ce qui fait de ce département un des paradis de la randonnée, il faut aussi s'éloigner de la côte. Bonjour messieurs, dames, bienvenue au téléphérique. Allez-y, embarquez, on va faire un départ. Quand on habite Toulon, qu'on est sportif et amateur de nature, le téléphérique permet en moins de 6 minutes de rejoindre les sentiers sauvages du Mont Faron qui domine la ville. Vous allez voir que là-haut c'est assez vallonné, donc on va se faire une belle petite sortie sur les deux flancs du Faron. C'est un massif très calcaire, alors pour ceux qui font du trail c'est intéressant parce que tu peux travailler vraiment la technique, parce qu'il y a beaucoup de, on le voit, il y a beaucoup de cailloux. Il y a des chemins faciles, bon, on n'a pas trop de technicité, mais il y a des petits sentiers qui vont dans des gorges et là où on a un peu plus de technique à avoir. Et pour travailler le trail c'est intéressant. Et voilà messieurs, dames, ça y est, vous allez pouvoir aller vous Super. dépenser. De rien, avec plaisir.
Perchée à 490 mètres, cette montagne bien connue des Toulonnais est le terrain de jeu idéal pour ces trois passionnés de trail. Un sport dont la particularité est de se pratiquer uniquement sur ce type de piste en pleine nature. Regarde si c'est beau là. Le trail, c'est pour des passionnés de la nature, c'est des gens qui font en général qui viennent d'un autre sport, soit la course à pied, soit du triathlon, soit du vélo, soit d'autres disciplines, et qui ont plaisir à courir dans des sentiers, sans pression du chrono, plus parcourir, découvrir des territoires comme le nôtre, et essayer de sillonner dans des massifs forestiers. À peine une demi-heure après avoir quitté le centre-ville, les trailers accèdent déjà à leur récompense. Une vue imprenable sur la rade de Toulon. Waouh! Et là, c'est le top. Le trail, c'est la connexion à la nature, les odeurs, les couleurs, les bruits, les cigales. Voilà, c'est ce qu'on vient rechercher en fait, du sport, mais avec une connexion vraiment particulière à la nature. Plus on s'enfonce dans le pays varois, plus les sentiers révèlent leur personnalité profonde. Un caractère sec, boisé, fort et vulnérable à la fois, dont Yannick, un militaire à la retraite, est tombé amoureux lorsqu'il est arrivé dans la région il y a 30 ans. Le caillou, celui-là, il a 250 millions d'années. Il est resté 180 millions d'années sous l'eau, parce qu'ici, avant, on avait la mer alpine. Et ce qui fait qu'on a un terrain karstique avec du calcaire qui est complètement sans dessus-dessous, avec des failles, des gouffres, et ainsi de suite. Ce pays m'a plu, la diversité. Il y a des zones où il n'y a rien. Et moi, j'aime bien des fois me promener là où il n'y a rien, où il n'y a que les sangliers, la belette qui se balade, l'écureuil qui grimpe aux arbres. Ça, c'est extraordinaire de voir tout ça. Devenu guide, Yannick partage désormais avec les randonneurs ses dernières découvertes, comme cette ferme qui se trouve à proximité des sentiers. Bon, il n'y a rien à manger là, hein? Allez. Ça, c'est une petite Anielle, c'est une petite fille. Voilà. Combien de jours elle a? Oh, elle a 3 jours. 3 jours. 3 jours, hein. Au détour des sentiers, on trouve toujours quelque chose à voir. Que ce soit dans les villages ou perdu au milieu de la forêt, dans une plaine, ben voilà. Hein. Une ferme comme ça, c'est extraordinaire. Hein. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Bye, bye. Ben voilà, ça valait le coup de faire la balade rien que pour ça. Hein. C'était extra. Dans le Var, certains sentiers sont plus mystérieux que d'autres. Carrefour des civilisations depuis des millénaires, la côte est parsemée de chemins oubliés qui peuvent être visités à ciel ouvert, mais aussi d'une manière nettement plus inattendue. On est sur le site archéologique d'Olbia, donc une forteresse grecque qui ensuite est devenue romaine. Et dans l'eau, nous avons le quai romain. C'est un sentier sous-marin archéologique qui a été aménagé il y a quelques années. À 2 coups de palme de la plage, c'est une histoire vieille de 2000 ans qui gît par le fond. Celle d'une cité engloutie que les archéologues font redécouvrir aux nageurs grâce à des panneaux d'information immergés. 2 fois par mois, l'ENAIC s'occupe de l'entretien de ce sentier archéologique unique en France, qui abrite aussi les restes d'une épave du 19e siècle. Ça y est, j'ai terminé le deuxième panneau, c'est celui de l'épave. Il n'y a pas beaucoup d'épaves qui sont accessibles en randonnée palmée. Là, on a celle-là qui est sur un fond de 3 mètres. Il y en a une autre qui est un petit peu plus loin, vers Porquerolles aussi, qui est accessible. Et après, sinon, ce sont surtout des épaves pour les plongeurs. Et là, il y a plus de 80 sites sur Hyères et toutes les îles. Avec 12 sentiers sous-marins aménagés comme celui-ci, le Var est devenu une destination phare de la randonnée palmée, accessible à tous. Moi je trouve ça génial de penser qu'on se mélange avec des pierres qui ont 2000 ans d'existence et on voit la construction humaine, tous les emboîtements, c'est vraiment géant, quoi. Et le fait que la nature reprenne un peu ses droits sur cet endroit, le mélange entre l'urbanisation, l'ancienne urbanisation et la nature, c'est vraiment chouette.
sous la mer, couverts par une végétation dense, ou serpentant sur les crêtes des collines, les sentiers du Var gardent leurs secrets intacts. Thibaut, la nuit à la belle étoile dans le massif de l'Esterel, c'est pour aujourd'hui. Oui, c'est pour ce soir. Et là, tu vois, je te propose de marcher comme ça un petit peu sur les sentiers du massif de l'Esterel, qui sont un petit peu secrets, et de t'apprendre quelques petites plantes comestibles et médicinales. Ça veut dire que si on se perd, on peut survivre. Exactement. Je te propose de commencer par cette petite plante juste derrière. Ouais, c'est juste ces petites fleurs là. De prendre quelques petites feuilles, de venir les plier un maximum, et ensuite de venir la sentir. Un peu citronné. Un petit peu citronné, ouais. Mais tu trouves pas que ça sent l'eucalyptus? Ah oui, c'est vrai. Aussi. C'est parce qu'il y a de l'eucalyptol dedans. Ça fait partie de la famille des eucalyptus. Parfait. Et on utilise ces feuilles en infusion pour tout ce qui est un petit peu problème de voie respiratoire. Et sinon, on en fait un alcool qui est très connu en Corse. La myrte. Ah oui, bien sûr. Je reconnais maintenant que tu me le dis. Ça sent bon, hein? Ah ouais, ça sent très très bon. Et tu vois, ce petit arbre là, qui est tout rigolo, il a aussi un nom rigolo. Il s'appelle l'arbre à perruque. Ah ben il porte bien son nom. Dis-moi Thibaut, t'aimes organiser des randonnées thématiques? Oui, alors en fait, thématique, oui, mais je préfère dire des randonnées à concept. Ouais. Comme tu vois, la randonnée apéro. Ah, sympa ça. Ça, c'est pas mal. Ouais. La randonnée raquette-raclette. C'est pas trop de saison là, mais ça doit être sympa aussi. Saison. Ouais. La randonnée dating. Hey, c'est quoi ça? Ben, je prends 5 femmes, 5 hommes par exemple. Oui. Ils sont célibataires. Okay. Ils ont des points en commun. Célibataires, ils aiment la randonnée. Ah, et après... Voilà, après il se passe peut-être quelque chose, mais pas tout le temps. Ouais, ou pas. Mais c'est pas grave, ils auront fait une belle balade. Exactement. C'est ça. L'Esterel, c'est vraiment ton lieu de prédilection? En fait, si tu veux, c'est un petit peu mon jardin. Donc tu accompagnes les gens ici dans l'Esterel, mais pas seulement? En général, ce que je fais, je fais un petit peu de Corse. Ouais. Parce que c'est juste en face. Ok. Un petit peu d'Italie. C'est pas loin. Voilà, c'est 1 heure et demie de route maximum. Ouais. Et pourquoi pas l'île de la Réunion, parce qu'en fait, je suis né là-bas. Ah, très bien. Ok. Et je connais parfaitement ces 3 petits coins. Je t'ai parlé d'une petite surprise. Ah, la voilà. Voilà, on y est. Oh, qu'est-ce que c'est beau! On dirait un tableau de Monet avec ses nénuphars. On sent qu'il y a de la vie là, ici. Hein. Un petit biotope bien particulier ici. On sait comment ils sont arrivés là, ces nénuphars? Eh ben pas vraiment. Pas vraiment, c'est le mystère de l'Esterel. Voilà, c'est le mystère de l'Esterel, mais moi j'aime bien m'arrêter là en rando. Ça fait un petit peu, tu sais, le côté zen où les animaux peuvent venir boire, se rafraîchir et se reposer. Mais tu sais quoi, c'est ce qu'on va faire. Boire un coup et faire une petite photo. Sophie, regarde. Cet arbre-là, qui est un chêne-liège, si on regarde bien, on a des petites fourmis là, qui ont fait une fourmilière à l'intérieur. Colonie là, ouais. Je vais en prendre une là. Hop. Alors tu vois, une fourmi comme ça. Bon, il y a sa tête, avec ses petites antennes, ses mandibules, son corps et son abdomen. Ouais. Elle a 2 moyens de défense. Le premier, c'est les petites mandibules, voilà, pour mordre. Et le deuxième, c'est dans leur abdomen, elles ont de l'acide formique. Et en fait, l'acide formique, si tu veux, c'est un petit peu comme du vinaigre. Par contre, ce qui est cool avec cette petite fourmi... Ah mais non, Tu la manges. Très fort goût de vinaigre et c'est riche en vitamine C. D'accord, écoute, je vais te laisser manger les fourmis. Moi, je vais vous laisser tranquille, les filles. Mais c'est l'apéro. Non, c'est pas l'apéro, c'est pas l'heure de l'apéro. On est sur un petit sentier, on est en train de monter. Ouais, je vois ça, ouais. Je vois que ça monte depuis tout à l'heure. Hein. C'est parce que je t'amène dans un petit spot
Pour moi, c'est là qu'il y a la plus belle vue du massif de l'Estérel. D'accord. Bon, déjà, autour de nous, c'est très très beau. Hein. C'est là où on se rend compte que l'Estérel n'a rien à envier aux grands espaces américains. On se croirait dans le Colorado ici. On est dans le Colorado provençal. Oh là là. C'est magnifique. Allez, petite pause. Il y a un petit peu de vent. Perds pas le chapeau. Ouais. Franchement, c'est splendide. Je comprends pourquoi tu as envie d'amener des gens ici. Hein. J'habite là depuis 30 ans. Et à chaque fois que je repars, eh ben en fait, j'ai un petit bout d'Estérel qui me manque. Tu vois, c'est ces odeurs qu'on a senties toute la journée, même ce qu'on a goûté. Et surtout cette vue entre le orange et le bleu, ben, je suis amoureux de cet endroit. Ah ouais, ça se sent. Le Cap Roux, alors, il est là? Exactement, là, juste en face de nous. Qui l'a baptisé ainsi? Ben, tu sais, c'est les navigateurs quand ils passaient là devant le Cap Roux. Vers Nice et vers Marseille, ben, c'est du calcaire, donc c'est gris. Et ben, c'est le seul endroit où c'était roux. Ouais. Donc ils l'ont appelé Cap Roux. Ouais, normal. Donc on a le pique-nique de Candice dans notre sac à dos, on a récolté quelques plantes comestibles. Ça, c'est parce que tu es guide. Hein. Oui. Tu as une autorisation spéciale pour Sinon, faire ça. Sinon, on n'a pas le droit de récolter des plantes ici. Enfin, récolter. Prélever. Ouais, prélever. Et maintenant, oulala, le vent se lève. On va peut-être s'installer pour notre bivouac, non? Exactement. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Allez, faudrait pas que la nuit tombe. Et voilà, ta chambre est finie. Ah, merci. La tente, c'est pour moi? Ouais. Ouais. Et moi, je vais dormir à la Belle Étoile. Ok. Parce que d'une, j'adore ça. Et par contre, juste s'il se met à pleuvoir, tu me feras une petite place? D'accord, je me mettrai dans un petit coin et promis, copain, je te fais une petite place. Voilà. À cette belle journée. T'as monté la tente, je fais les toasts. Ça me va. Il va falloir que je prépare les petits taboulés là, de Candice. Ouais. Bah comme on est toujours dans le massif de l'Estérel, on n'a pas le droit aux flammes ouvertes. T'as vu, j'ai pas de réchaud. J'ai pas le droit au briquet. C'est trop dangereux. C'est bon là? Ouais. Ouais, nickel. Okay. Du coup, bah, l'astuce, c'est d'avoir pris un petit thermos d'eau chaude pour se faire un joli petit taboulé. On va tester ça, je suis sûre que c'est super bon en plus. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée ici. Hein. Vraiment, cette balade commence très bien dans ta compagnie, là, sur les sentiers varois. T'es vraiment un gars super. Tu as un amour vraiment très particulier pour cette terre, hein, cette roche rouge. Mille merci pour ces jolis compliments. Et je te les retourne, t'es une femme formidable. Oh mon Dieu, arrête! Et je te jure. On va pleurer tous les deux. Et encore, on n'a pas trinqué. Allez, assez. Trinquons. En piste, s'il vous plaît, pour l'échauffement. Formez un arc de cercle. Allez, on y va. 4 fois par semaine, la plage de l'Almanar s'anime tôt le matin. On se met debout. Une petite accélération pour terminer. Allez. C'est le moment que préfère le club de longe-côte local pour se jeter à l'eau. Créé dans le nord de la France en 2004 par l'entraîneur d'une équipe d'aviron, le longe-côte s'est propagé sur toutes les grandes plages du littoral comme un bon moyen d'entretenir sa forme sans trop forcer sur le corps. C'est un sport qui n'est pas traumatisant. Même les sportifs de haut niveau qui se blessent assez souvent, ils devraient venir nous voir et faire un peu de longe-côte pour améliorer leur musculature. Et ils verraient que c'est un vrai sport physique. Et en plein milieu naturel, c'est formidable. Allez, c'est bien les filles, allez! Dans ce club, le longe-côte n'a effectivement rien d'une promenade de santé. Allez les garçons! On a 2 garçons, médaillés au championnat de France 22. C'est un sport à part entière, avec ses épreuves et ses champions. Effectivement, tôt le matin, là, ça fait du bien. La reconnaissance du longe-côte comme activité de compétition est assez récente.
Avec 55 clubs dans l'Hexagone, elle attire de plus en plus d'adeptes qui rêvent de voir un jour cette discipline aux Jeux Olympiques. En attendant, c'est dans une ambiance bon enfant que se retrouvent ces habitants de la côte. C'est addictif maintenant, on y voit 4 fois par semaine, 365 jours, enfin toute l'année. Toute l'année, été comme hiver. Voilà. Sur le littoral varois, il suffit de suivre le sentier des douaniers pour passer de plage en plage. Certains y dénichent des petites criques sauvages, d'autres des plages de sable fin, comme celle de l'Estagnol, où le son du ressac se mélange à une voix incontournable des vacances. Fraîche glace, allô? Celle du vendeur de beignets et de chouchous. Tranquille, ça se passe? Je passe, je fais à peu près 50 mètres. Je crie pour que les gens ils m'entendent, ceux qui font la sieste. Et je discute avec les gens, pour avoir le tact. Tous les gens, du moment qu'ils sont en vacances, ils sont en relax, no stress. Même s'ils font un peu la queue pour les beignets, il n'y a pas de problème. Un métier saisonnier qui demande une bonne dose d'énergie et que les vacanciers apprécient particulièrement. Ah, ils sont bons. Ça fait partie du protocole des vacances. Le gars musclé, beau gosse, qui donne des glaces aux enfants et du plaisir aux parents. Tac. Depuis que les congés payés existent, les plages du Var se placent au sommet des destinations touristiques. Sur la côte ce week-end, c'est le grand chassé-croisé de l'été avec son traditionnel ballet de caravane. À Bormes-les-Mimosas, au camp du domaine, les places les plus recherchées donnent directement sur la plage. Et comme tous les ans, Simone et Alain retrouvent leur emplacement habituel, le numéro 17. Ça c'est le frigo. Et le frigo il est à droite là-bas? Et oui, là c'est là-bas. Leurs vacances commencent toujours par un grand déballage. La journée d'installation, la journée pénible. On est bien sale à manœuvrer tout notre matériel. Et demain sera un nouveau jour. Dans ce camping, tout le monde s'installe le même jour et ne rêve que d'une chose, se prélasser au bord de l'eau le plus rapidement possible. Au bout de quelques heures, Simone et Alain peuvent enfin souffler et vivre un premier moment de détente en famille. Un rituel qui ne date pas d'hier. Le premier venu, c'est moi. En quelle année? Je l'ai dit, en 1953. J'avais 12 ans, oui, et comme j'en ai 81, vous voyez, c'est... T'as pas besoin de dire ton âge. Quand on est tous, je crois qu'on est une cinquantaine. C'est comme si c'était une maison de famille, une réserve de famille ici. Ça, c'est la dernière génération, les plus jeunes. Après, il y a dans les 16-18 ans. Après, il y a jusqu'à 25 ans. Et ils reviennent tous, après, ils prennent leurs emplacements. Je suis très content d'avoir été le premier à venir là et d'avoir attiré la famille dans cet endroit. Santé. Moi, je sais pas. Au bonheur. Et aux vacances. Lieu de souvenirs et de bonheur partagé, les plages du littoral varois n'ont pas fini d'écrire l'histoire de ces amoureux de nature et de chaleur humaine. Et comment ça se fait que tu me fais pas de beaux yeux en ce moment? Mauvaise année pour la dorade rose. Ah ouais? Messieurs, bonjour. Oh Sophie, salut. Bonjour André. Est-ce que je peux t'appeler Dédé? Oui, oui, bien Parce sûr. que tout le monde t'appelle Dédé. Et on ici. peut se tutoyer? Allez, on se dit tu. Ça va? Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Seb, Abdou. Salut. Voilà. Tu vois, Seb, quand il peut, ben, il me fait les beaux yeux, ce qu'on appelle la C'est dorade quoi? rose. C'est une variété de la dorade royale. Ah ok, On appelle d'accord. ça le beau yeux. D'accord. Et puis là, j'attends Angélique pour la bouille. Hein. Et oui, je suis venue pour la bouillabaisse. Ouais, tu vois, heureusement, malgré le temps aujourd'hui, elle est sortie. On va voir si elle arrive alors. Allez, on y va, Hein? on y va. Bon courage Je messieurs. me languis de la voir. Ciao les gars, travaillez bien. Salut Angélique. Bonjour Angélique. Tu vois Sophie, j'ai la chance d'avoir Angélique comme pêcheuse qui me fait une grande partie de la bouillabaisse. Hein. J'étais une fois en juin à la pêche avec Angélique et
Les mains, c'était 2 glaçons. J'arrivais pas à... Je me demandais comment elle faisait. Alors comment tu fais, Angélique? Ah bah oui, forcément. Quand on est habitué, ça va bien. Ouais. Je mets la noire en même temps, s'il te plaît. T'es partie à quelle heure là ce matin? Là, je suis partie à 4h30. Alors fais voir un peu ce que tu m'as fait là aujourd'hui. Ah, regarde. Tu vas régaler tes clients. On a du beau chapeau, la sèche. Ouais, murène sèche. Pour la bouillabaisse, c'est vraiment indispensable. Écoute, ils vont se régaler. Des rascasses, hein, bien sûr. Regarde Sophie. Superbe. On les mangerait presque crus là. Exactement, avec plaisir. Ah, ouais. c'est beau, t'as fait une belle pêche, dis donc. Surtout le temps, il est pas top. Hein. Il est pas top. On fait ce qu'on peut. Je te file un petit coup de main aujourd'hui. Hein. On a un très bel assortiment pour la bouillabaisse ce matin. On va avoir ici des très jolis chapons. Les rascasses, bien sûr, ça c'est vraiment le poisson de base de la bouillabaisse. Ça, il n'y a pas de boule sans rascasse. La vive, attention, poisson redoutable. C'est ça qui est dangereux. Là, on a une chair. Là, c'est la dorsale, hein. Elle est juste ici. On embarque les poissons avec nous? Allez, moi je prends tout. Hein. On prend tout? On prend tout, Angélique. Et voilà. Merci, Angélique. À tout à l'heure, Sophie. À tout à l'heure, Dédé. Essaye de venir. Hein. Oui, je fais mon possible. Là, on est chez toi dans ton restaurant. Voilà. Alors, ce restaurant, tout le monde le connaît ici parce que c'est une institution. Alors, déjà pour la vue, mais surtout ce qu'il y a dans l'assiette. Parce que je vois qu'il y a plein de personnalités qui sont venues chez toi. On a de la chance parce qu'il y a beaucoup de personnalités, comme tu dis. Bon, moi, je veux voir si je reviendrai un jour parce qu'il faut quand même que je goûte ta bouillabaisse pour être sûr que tout va bien là. Mais ici, regarde, on s'est fait une belle petite table avec Angélique et on va la manger là, la bouillabaisse, que tu vas m'aider à préparer. Ah bah écoute, on y va, parce chef. que tu vas voir, c'est vraiment très facile la bouillabaisse. Alors attention, parce que moi je connais la bouillabaisse marseillaise. Alors, les Marseillais, ça a été les plus malins. Parce que ce sont eux qui ont déposé la charte de la bouillabaisse. Et tu sais, le mot bouillabaisse. Oui, je sais. Alors, bouillabaisse, on disait, on fait bouillir et on baisse. Et un jour, il y a un copain qui m'a écrit une belle lettre, un provençal. Il m'a dit, couillon de la lune, arrête de dire que ça se baisse. Avant, les pêcheurs, ils disaient, on va faire bouillir à Baïsso. Et en patois, Baïsso, c'est le littoral. Mais le feu de bois, on ne le baisse pas, tu sais bien. Eh ben non. Hein? Donc, on le lève. Et puis on le laisse reposer. Pendant ce temps, on mange le bouillon et après la bouillabaisse. D'accord. Voilà. Bon, écoute, on va la cuisiner. Donc ça, c'est les ingrédients pour le fond de la bouillabaisse. Okay. Je mets 3 gousses d'ail par personne. Tu dirais que la bouillabaisse, c'est un de tes plats préférés? Ah ouais. Ben parce que c'est facile à faire. Ah, puis c'est vraiment emblématique. Ça sent bon la Méditerranée, ça sent bon la Provence, quoi. Laurent, tu veux me faire la sèche? Ça, c'est ce que j'aime le moins faire. Heureusement que Laurent est là, hein. Et là, c'est là que la magie, elle arrive. Regarde. Le secret, c'est de mélanger à la main. Voilà, regarde ça. Je le vois, le soleil dans ton plat. Et je te laisse terminer, je vais admirer les photos dans ta salle. Voilà Sophie, c'est fini. Ok. Tu vois, c'est rapide, hein. Tu sais que c'est pas long à cuire la bouillabaisse. Donc je voudrais te faire visiter un jardin qui me tient beaucoup à cœur. Et on goûte la bouillabaisse après alors? On goûte la bouillabaisse après. Voilà Sophie, tu es ici au domaine du Réol. Et je peux te dire que tu es bienvenue chez toi. Ah ouais? C'est gentil, parce que j'aimerais bien avoir cette propriété là. Oui, mais parce que c'est le conservatoire du littoral qui a acheté cette propriété en 1989 pour la sauver de l'urbanisation à outrance. On a créé ce jardin grâce à Gilles Clément. Ouais, le grand paysagiste Gilles Clément. Il a voulu faire une évocation des paysages de climat de type méditerranéen autour de la planète. Et regarde, il a créé ce jardin. Il a créé ce jardin. Ça s'étend sur combien d'hectares? Alors ça fait 20 hectares la propriété. Il y a 7 hectares de jardinés. 13 hectares de collines purement varoises. On a aussi un jardin marin. Hein? En 2 heures, tu fais le tour de la planète. Donc... Et vraiment, des fois, on entend dans le jardin « Allô, un tel, je suis en Australie », alors qu'il est là. Très bien, mais moi je veux bien qu'on commence par les Canaries. Allez, bah, écoute, c'est pas loin. On y va. On est à 5 minutes, on n'a pas besoin de prendre l'avion. C'est quand même extraordinaire de se dire qu'ici,
poussent les mêmes plantes qu'aux Canaries, alors qu'on est plutôt sur des terres volcaniques. Et tout pousse ici, au domaine du Rayol, entre le massif des Maures et la Méditerranée. Oui, parce que le climat méditerranéen, c'est 20% de la biodiversité mondiale et 2% de la surface planétaire. Canaries, Australie, Afrique du Sud, Chili, tu vois, et les mêmes spécificités du climat. C'est pour ça que ces plantes s'adaptent très bien. Voilà, on arrive au Chili, là, tu vois, avec ces belles plantes emblématiques. Ah ben tiens, il y a Lénie. Et il va être beaucoup mieux que moi pour te parler de cette belle plante. Bonjour Lénie. Et bon. Salut Lénie. Il y a du monde, hein? Il y a de quoi attirer du monde, c'est riche en nectar. Ouais. Alors ce ne sont pas leurs pollinisateurs attitrés, mais ici, les animaux de chez nous ont réussi à se réadapter et à trouver quand même une bonne source de nourriture. Et comment elle s'appelle la fleur qui est face à nous là? C'est des pouillas. Des pouillas, ok. Des cousins de l'ananas, c'est la même famille. Donc typique du Chili. Exactement. Okay. Ben, ça devient un petit peu la star en ce moment. C'est vraiment l'immanquable parce que déjà le bleu, c'est une couleur qui est très rare chez les plantes. Je lis qu'il y a la notion de biome, chère au cœur de Gilles Clément, qui a créé ces jardins. Mais qu'est-ce que c'est exactement les biomes? Ben, le biome, c'est un petit peu ce qui regroupe les caractéristiques climatiques d'un paysage bien particulier. L'intérêt en fait de ce jardin, de recréer ces paysages-là, c'est pas seulement de faire une exposition de plantes, on cherche avant tout à faire une collection de paysages. Donc l'idée c'est qu'en fonction de la configuration des lieux, on peut y trouver des zones qui sont propices à tel type de paysage et les jardiniers font leur possible pour justement se rapprocher de ces conditions de vie-là. Tout ce que tu racontes, ça fait vraiment la richesse du lieu et ça fait vraiment de ce jardin un lieu absolument extraordinaire. Qu'est-ce qui te touche le plus ici? Tu as dit le mot parce que ça me rappelle exactement mon enfance, ma vie d'enfance, que je suis un Varois de la mer et de la colline. Et c'est un jardin plein d'émotions où tout le monde y trouve son compte. C'est un peu l'intérêt ici, c'est prendre le temps de se perdre en fonction des chemins. Et plus on est curieux, plus on découvre des choses à travers les chemins, les cheminements qui s'offrent à soi. Donc c'est l'intérêt réel de ce jardin. Une autre vision du jardin où on vous dit, maintenant que vous êtes arrivé, perdez-vous. C'est très joli. On va continuer à se perdre tous les deux dans le jardin. Je suis sûre qu'on va retrouver la route de ton restaurant. Allez, on y va. Lénie, merci beaucoup. Merci Lénie. Bonne bouillabaisse. Merci. Ah là là, qu'elle est belle. Mais elle est super. Et Angélique, heureusement que tu nous as rejoints pour la manger, la bouillabaisse. Hein. À dos, on n'y serait jamais arrivé. Regarde, la vive comme c'est blanc. T'apprécies de la faire, mais t'apprécies aussi de la manger. Hein. Vraiment, hein, je me la fais souvent, tu sais. Regarde, grâce à Angélique, regarde ce poisson. C'est bien là déjà, non? Il faut qu'il y ait un petit échantillonnage de chaque poisson pour les saveurs. Ok. Et le Saint-Pierre. Malheureux. Oh là 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 là. Oh qu'elle est bonne. J'avoue, les mots me manquent, j'ai la bouche pleine. C'est très bon, c'est très goûtu. Ça nous a permis de faire une petite bouillie entre amis, parce que c'est ça la bouillabaisse. C'est très convivial, familial, entre amis, les touristes, les pas touristes, et c'est ça qui est exactement. C'est un plat qui est très très festif. Merci beaucoup Dédé. Mais merci cette moi belle journée passée en ta compagnie. Merci de m'avoir présenté ta copine, parce que cette bouillabaisse, elle est magnifique. Merci beaucoup. Alors sur ces chemins ici, c'est vraiment comme une infusion de toutes les odeurs qu'on a des pins et de l'été, toutes les odeurs différentes. C'est comme si on baignait vraiment dedans. Et à la fraîche, là, c'est très agréable. Il ne fait pas encore trop chaud. On est bien. Passionnée par les plantes sauvages et aromatiques, Vera commence toujours ses journées par une cueillette improvisée. Je cherche les herbes de Provence, donc ouais, ça va être la sarriette, le serpolet, le romarin, le thym. Ouais, un peu de romarin. Petite pointe fraîche. Munie des trésors récoltés sur son chemin,
Elle rejoint Cotignac, l'un des plus beaux villages de la Provence verte, l'autre nom de l'arrière-pays varois. Elle y organise des balades botaniques au domaine de Loucalin. Un jardin qui réunit de nombreuses espèces provençales. Bon, bonjour, bonjour. Bienvenue à la balade botanique. Voilà. Donc, on va commencer par là. Veuillez bien me suivre. Bon, on va venir voir la verveine par ici, rapprochez-vous. C'est une verveine citronnée. Rien à voir avec la verveine officinale. Donc vous pouvez venir la froisser, ce qu'on appelle froisser une plante, qu'elle dégage bien toutes les odeurs. Et sentir dans vos mains. C'est frais. Très frais, exactement. Voilà. Très citronné, très frais, voilà. Donc là, on a la marjolaine, qui a un origan un peu sauvage. Un peu plus loin, l'herboriste met l'accent sur les plantes aromatiques du jardin, dont les vertus sont connues depuis bien longtemps. On va s'arrêter par ici pour parler un peu du laurier. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces odeurs? Les plats anciens. Ouais, voilà, les plats de grand-mère, tout à fait. Les civets, exactement. On a vraiment cette tradition de l'utiliser dans les sauces. Donc ça remonte à des temps très anciens, avant les frigos. On ne savait pas comment conserver la viande. Donc en fait, on les faisait mariner dans tout ce qu'on connaît comme herbes de cuisine. Donc ça faisandait quand même à fond. De tradition, c'est toujours des grandes plantes digestives. D'accord. Ces plantes-là nous ont toujours suivis partout où on allait. Et les gens veulent vraiment réapprendre ça. Il y a une vraie curiosité, il y a une envie de connaître ces plantes, surtout qui nous entourent en fait, parce qu'elles sont là depuis toujours autour de nous. Bonjour. Salut, salut. Ah, très bien, très bien. Au domaine de Loucalin, Vera collabore régulièrement avec le chef Benoît Witz, pour qui ces herbes sont essentielles. La cueillette du sentier. Tout sauvage, voilà, de la colline. Ouais, superbe. Et ça, c'est la menthe. C'est la menthe sauvage, c'est la calamante. La calamante. Bah écoute, je vais aller prendre ces petites herbes, je vais cuisiner les petits farcis, et puis je vous invite à venir les déguster dans quelques instants. D'accord ? Benoît a travaillé auprès des plus grands, comme Paul Bocuse et Alain Ducasse. C'est pour cuisiner ces arômes naturels qu'il s'est installé dans la région. Donc la menthe pour les courgettes, le romarin, ce sera pour les oignons, la marjolaine pour les aubergines. Et en fait, toutes les autres herbes, je vais les mettre dans un bouillon qu'on va cuisiner ensemble. Voilà. Les sentiers du Var sont vraiment une source d'inspiration pour un cuisinier. Le goût vient du terroir. Et en Provence, on sait qu'on a de la chance d'avoir plein de soleil. Et le fait que le légume et même les plantes aromatiques souffrent un peu, elles expriment davantage leur saveur. Et là, on a quelque chose de sublime. Et voilà les petits farcis. Wow. Le retour du sentier. Donc j'ai fait un petit sirop de calamante sauvage. Wow. Ah, c'est le goût du sauvage. Oui, vas-y. Allez, on démarre. C'est vraiment le goût du sauvage, là. Dans l'assiette ou en infusion, les parfums naturels des sentiers du Var offrent à la cuisine provençale une saveur unique. On irait se balader tous les jours comme ça. Franchement, c'est génial. Et bien, ici, le sentier. À votre sentier, hein. Bonjour Carole. Bonjour Sophie. Bienvenue en Sainte-Baume. Merci. Je te présente Kylie et Caretta. Tu as la chance de pouvoir avoir un cheval de patrouille. Formidable. C'est pas donné à tout le monde. Bah oui, c'est exceptionnel. Exactement, tu as la gentillesse de me laisser t'accompagner parce que c'est vrai que cette vie d'éco-garde me fascine, surtout dans un endroit comme celui-là. Tu as un cadre de travail absolument exceptionnel. C'est sûr. Avec la Sainte-Baume qui nous contemple parce que c'est un massif, la Sainte-Baume. Oui, c'est un massif qui a mis des millions d'années à se former et un territoire assez immense, assez vaste, avec beaucoup d'enjeux forestiers, naturels, économiques aussi. Un rôle de surveillance et de protection de ta part avec nos nouvelles collègues de travail. Exactement. On va bosser entre filles aujourd'hui. Exactement, on est entre filles. Allez, hop.
Allez, viens. Allez, viens. Viens, ma belle. Allez, viens, ma belle. On y va. Voilà. Comment on devient éco-garde? Alors c'est pas une voie toute tracée facile, c'est plutôt semé d'embûches. J'ai eu plusieurs missions en tant que saisonnier, à cheval notamment. Je suis rentrée au ministère de l'écologie et après, de fil en aiguille, j'ai réussi à avoir ce poste-là de responsable des gardes. C'est une chance et c'était un rêve, un rêve d'enfant. Et l'écologie est au cœur de tes missions, la protection de cet environnement exceptionnel? Tout à fait, c'est le cœur de mon métier en fait, de préserver le site, de protéger, de sensibiliser les gens. On est un peu les ambassadeurs du parc. Toi, tu te souviens la première fois que tu es venue ici, dans la Sainte-Baume? Oui, c'était il y a plus de 13 ans. J'avais du coup eu un énorme coup de cœur. C'est vraiment ici qu'a commencé l'amour de cette région. Si j'avais pu m'imaginer que j'allais pouvoir travailler dans ce cadre, je pense que j'aurais même pas pu rêver mieux, quoi. Ce métier était fait pour toi? Oui, je pense, ouais. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. C'est ouvert ou pas? Oui, aujourd'hui on est en risque incendie orange, donc ça va, le massif est ouvert. Hier, ouais, c'est pour ça, on l'a regardé hier. D'accord, bon, ouais, super. Donc du coup, vous connaissiez déjà un petit peu ici la forêt, le parc? Nous, on est d'ici, bon, ça fait que 5 ans, on est dans la région, mais là, on a des amis et bon, ils sont un peu dans le coin pour visiter, donc je leur ai dit de venir là et de leur montrer quoi. C'est le passage obligé? Oui, oui, voilà. Bon, c'est magnifique. Voilà, ouais. Et donc c'est pour ça, donc on a regardé si on pouvait y venir vu les conditions météo. Les conditions et tout. J'ai l'impression que vous êtes très vigilante, hein, madame. Et oui, on fait attention, quoi. On fait attention. On fume pas, on fait... voilà. On ne jette pas ses déchets. On ne jette pas les déchets. Non, ça, on respecte. C'est très bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut avoir ces bons réflexes. Bravo. Profitez bien de vos vacances, alors. Très bonne journée. Au revoir. Ah bah, tiens Gaëtan, notre animateur Natura 2000. Bonjour. Bonjour. Salut Gaëtan. Salut. Je te présente Sophie. Enchantée. Enchanté. Hop. Allez, je te récupère la jument, je vais les attacher plus loin. À tout de suite. Qu'est-ce que tu observes là, Gaëtan? Alors là, j'observe un faucon pèlerin. Une niche là-haut? Ouais, tout à fait, sur la falaise là en face. Et donc en fait, on essaye de savoir la reproduction, comment elle se passe, etc. Notamment pour mieux comprendre les interactions qu'il va y avoir avec d'autres pratiquants de sport de nature, notamment les grimpeurs. D'autres? Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'il faut faire attention justement à la présence humaine sur ces sites naturels et demander aux gens de respecter les zones de nidification, par exemple. Exactement, on a mis en place une zone de quiétude pour que le couple puisse élever ses petits en toute tranquillité. Bien sûr, j'aime beaucoup ce terme zone de quiétude. Ouais, nous aussi, on devrait s'en créer des zones de quiétude autour de nous. Ouais. Tu permets, je peux regarder? Oui, bien sûr. Donc là, normalement, tu es sur le nid. Ouais. On a 2 petits qui sont à l'envol cette année. Et donc on reconnaît bien avec leur plumage au niveau du torse, qui est différent de celui des adultes. D'accord. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils n'arrivent pas très bien à voler encore. Et du coup, nous, maintenant, on a l'habitude et du coup, on les reconnaît tout de suite. Voilà. Ouais. Carole, on parlait des zones de quiétude. Oui. Ça, c'est important pour la faune qui vit ici. Merci, on te laisse à ta surveillance. Ouais, merci. Merci Gaëtan. Bonne journée. Salut.
102 et 103. Ah, salut Grégory. Bonjour Carole. Comment tu vas? Bonjour. Ça va? Bonjour. 102, 103, je ne suis pas un numéro, Greg. Non. Je m'appelle Sophie. Enchanté. Là, vous êtes passé en fait sur un système de comptage qui nous permet de suivre la fréquentation sur le massif. Et donc on est sur un site dans la forêt domaniale de la Seine-Baume qui est très fréquenté et ça nous permet d'aménager au mieux les sentiers, les parkings et on veut suivre vraiment la fréquentation et on en a une dizaine sur le site en partenariat avec le parc. C'est important de connaître la fréquentation d'un site comme celui-ci parce qu'il faut le préserver, comme tu me l'as dit, mais il peut être victime aussi de son succès. Il y a jusqu'à combien de visiteurs par an? Pas loin de 500 000 estimés et là on a mis ça en place depuis un an pour vraiment avoir un chiffre exact. C'est possible qu'il y en ait plus parce qu'on a eu une hausse de la fréquentation depuis 2 ans, hein, donc qui est réelle. Bonjour. Vous êtes la 104e personne à passer ici. De la journée. Et elle n'est pas finie. Bonne journée. On a raté la 100e de pas grand-chose. Et oui, c'est ça. Il y avait champagne en haut, trop tard, c'est raté. Bon, ben voilà. Les gens qui viennent ici sont sympas. J'ai l'impression qu'il y a de bonnes ondes dans cette forêt. C'est même, paraît-il, les phytoncides. Les quoi? Les phytoncides. Ce seraient des composés organiques volatiles qui seraient émis par les plantes et les arbres et qui auraient un effet bénéfique sur la santé des humains. Formidable. Alors toi, qui travailles à l'ONF, à l'Office national des forêts, l'effet bénéfique des arbres, tu connais? Tout à fait. Voilà, là on commence à arriver dans la hêtraie de la Sainte-Baume. Donc c'est une hêtraie qui est vraiment atypique parce qu'elle n'est pas dans son aire de répartition naturelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est des arbres qu'on va retrouver plutôt dans le nord de la France. Alors comment se fait-il qu'on ait des hêtres ici dans ces forêts-là? Ils sont restés bloqués lors de la glaciation il y a un gros 8000 ans et ils sont restés au pied de la Sainte-Baume. Et en fait ils sont comme dans une île, ils sont vraiment isolés de toutes les autres populations. C'est pour ça que là, on vient un peu regarder ce qui se passe et surtout on suit les graines. En fait, c'est des faines, ça s'appelle. Ah bah. Alors, regardez, là, voilà, il y en a vrai quelques-unes. Donc voilà, ils sont dans des coques. Fais voir. Voilà. Ok. Le but, c'est d'en récolter et après, on les élève en pépinière. On a fait de la migration assistée, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on a récupéré des hêtres de la Sainte-Baume qu'on est allé replanter dans le nord de la France pour justement faire face au changement climatique, puisque ces hêtres, ils sont déjà adaptés à des certaines conditions de température, d'hygrométrie. Tu sauves des forêts, toi. Voilà. Bon alors Sophie, là ce soir on dort ici, à l'hôtellerie de la Sainte-Baume. C'est une hôtellerie qui est tenue par les frères dominicains, que tu auras l'occasion de rencontrer demain, à la grotte. Donc ici c'est un lieu de passage pour les visiteurs et les pèlerins. Exactement. On va se retrouver dans la partie plutôt cosy. Il y a des chambres de pèlerins qui sont quand même moins confortables. Mais tu vas voir, on va être bien. Ah oui. Ah oui, on va même être très bien. Ouais, chacun de son lit, vue sur le tilleul et derrière, tu vas voir si tu ouvres les fenêtres, tu vas voir la grotte et la montagne. Oh là là. Juste au pied de la Sainte-Baume. On va être bien là. Allez, très bien. La nature qui entoure les sentiers du Var est aussi belle que fragile. Recouvert à 70% par des massifs forestiers, c'est l'un des départements les plus boisés de France et aussi l'un des plus surveillés. Réal 6, Codis 83, ouverture de la tour. Bonne journée à tous. Rodolphe est pompier volontaire. Tout l'été, il passe ses journées à guetter d'éventuels départs de feu depuis l'un des 5 postes d'observation fixes du département, la tour Montjean, perchée à 420 mètres d'altitude. Là, c'est quand même un point stratégique, on va dire. On n'est pas le plus haut, sur les collines, on n'est pas au niveau le plus haut, mais c'est là où on a une vue le plus dégagée et le plus ouvert, on voit tout le territoire. Alors là, en face de moi, il y a le golfe de Saint-Tropez. Et je sais que Ramatuelle, il se trouve juste derrière la colline, à ce niveau-là.
Il faut se servir de ça des fois parce que les fumées, on ne voit pas toute la base. Et après, c'est vrai que pour définir vraiment la profondeur et savoir la bonne coordonnée, des fois, c'est vrai que c'est pas évident. J'ai souvent tendance à dire que je suis comme les gardiens, que j'ai celui-là qui est en face de moi, là-bas, à Camara. Lui, c'est le gardien des mers et moi, je suis le gardien des forêts, sur mon phare, en pleine colline. On nous signale une fumée en Lima Delta 20, Golf 3.3. Je regarde avec les jumelles. Bien reçu. Chaque seconde compte pour prévenir les équipes opérationnelles et intervenir à temps sur un départ de feu. Pour le moment, aucune fumée en visuel. Poursuis l'observation. Mais parfois, cette surveillance à 360 degrés ne suffit pas. Sur la côte, la nature porte encore les traces d'un terrible incendie en 2017. En 48 heures, 550 hectares du Cap Lardier et du Cap Taillat sont partis en fumée à cause d'un simple mégot de cigarette jeté aux abords d'une plage. Depuis ce drame, la police du littoral redouble d'efforts pour informer les touristes sur les comportements à risque. Tiens, mégot de cigarette. Tu les vois pas, mais tu le sais, quoi. Il y a un de plus, c'est pas gagné encore. Hein. Bonjour messieurs, dames. Police de l'environnement. On vient à vous pour vous faire une petite sensibilisation sur les feux de forêt et sur les causes qui peuvent générer un départ d'incendie. On a une plaquette qui a été instaurée suite à l'incendie. Donc on a une vue générale qui regarde vers le continent. Donc ça c'était avant l'incendie. Vous retrouvez un petit timbre avec la même photo sous le même angle, mais après incendie. Et donc on voit que les dégâts sont considérables. Là-dessus, on en a profité pour faire des rappels entre guillemets réglementaires sur les bases, les fondamentaux d'un barbecue. Donc on va dire amener un barbecue, encore que il y en a qui arrivent à transporter le barbecue même dans des endroits insolites. On peut être surpris, on l'a déjà vécu. La cigarette, un simple mégot de cigarette, ça met le départ de feu, c'est avéré, c'est une certitude. On retrouve aussi bien évidemment le feu de camp. Voilà un petit peu ce qu'on retrouve sur le flyer. Ce matin, les deux gardes du littoral poursuivent leur patrouille dans la zone qui a le plus souffert de l'incendie. Le site du Cap Taillat, sur le cap exactement. La particularité de ce cap, c'est d'avoir un isthme sableux qui fait office de tombolo, ce qui est une rareté dans le paysage. Donc c'est un des joyaux du Conservatoire du littoral qui est préservé depuis les années 90. Pour une imprudence ou peut-être un acte délibéré, il faudra attendre 30 à 40 ans pour revoir les pins d'Alep sur le Cap Taillat. Signe d'espoir, certaines espèces autrefois présentes, comme les barbes de Jupiter, ont totalement recolonisé le milieu. Autre conséquence plus inattendue de l'incendie, la redécouverte d'habitations et d'un chemin oublié sous le maquis. Le sentier des Canonniers, datant de l'ère napoléonienne et qui s'étire jusqu'au point culminant du Cap. On a des écrits qui mentionnent que le général Bonaparte est venu, a demandé d'implanter les batteries côtières, et on a des récits où les soldats font des tirs sur les ennemis, sur les bateaux anglais. Donc il y a vraiment ce volet historique où on peut se rendre compte que finalement dans ce panorama, on avait des scènes de guerre qui se menaient à l'époque. Désormais, les visiteurs peuvent à nouveau marcher sur ce sentier chargé d'histoire qui, à lui seul, symbolise la force et la fragilité de ce patrimoine naturel. Alors là, Sophie, je te propose qu'on monte jusqu'à la grotte. Ok. Et ensuite qu'on aille au Saint-Pilon. Eh oui, tu m'as promis qu'on irait au sommet de la Sainte-Baume. Hein. C'est ça, tout à fait, quasiment au sommet. Mais ça va bien monter. Bon, c'est bon? Pas de soucis, je suis venue pour ça, tu sais. Allez, super.
Allez. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là sur la stèle? T'as vu cette stèle? Là-bas, soudain, sortant de l'ombre, un cloître blanc nous apparaît au-dessus d'une forêt sombre, dans ces rochers gardiens de nos secrets. C'est bien mystérieux tout ça. Oui, c'est en hommage aux compagnons du devoir qui l'ont offert donc, par rapport à Maître Jacques, qui aurait passé les derniers jours de sa vie ici. C'est un compagnon, c'est un des pères fondateurs des compagnons du devoir. Oui, qui sont ces artisans qui font preuve de solidarité entre eux. C'est ça, Maître Jacques était tailleur de pierre. Et donc il aurait été malheureusement assassiné et enterré dans cette forêt. D'accord. D'où le pèlerinage que doivent faire les compagnons au moins une fois dans leur tour de France. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle Marie-Madeleine est la sainte patronne des compagnons du devoir. C'est exactement ça, Sophie. Pour l'attachement des compagnons à la Sainte-Baume. C'est ça, tout à fait. Ah, et ici, Sophie, tu vois, c'est un rocher sur lequel il y a une légende aussi qui circule. Il y a plein d'histoires et de légendes, de toute façon, ici. Oui, on est d'accord. Donc ce rocher, en fait, suite à un tremblement de terre qui aurait eu lieu le jour de la mort de Jésus-Christ, il serait tombé, il se serait fendu en deux. Ok. Donc là, tu vas voir, il y a un vrai passage qui s'est créé dans ce rocher. Et depuis, il y a un culte païen qui veut que deux amoureux qui réussissent à traverser cette faille en se tenant la main, sans se la lâcher, auront une vie de couple épanouie et heureuse. Jolie histoire. Aussi. Aussi jolie histoire, oui. Allez, on continue. Voilà la grotte de Marie-Madeleine. Bonjour. Vous allez à la messe aussi? Oui, on va y aller. Vous allez y aller? Oui. Oui. Donc moi je reste sur l'esplanade parce qu'il y a mon toutou qui est ici. Ah, d'accord. Il est très gentil. Oui. Et je prierai de l'esplanade. D'accord. Vous venez souvent ici? On nous vient au moins le minimum une fois par an. Une fois par an? On fait quand même plus de 500 km, allez, pour venir ici. Et pourquoi c'est important pour vous de venir ici une fois par an? La foi. Ouais. On parle très peu de Marie-Madeleine, alors qu'elle a une importance dans la religion, mais je pense qu'on la sous-estime beaucoup, alors qu'elle était là les moments les plus durs. Oui. Là, donc, et quand on est ici, dans ce lieu où, pour ceux qui croient, on sent quand même une paix et un silence, on est très bien. Je vous laisse tranquille, nous aussi on va assister à la messe. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Sophie, je te présente le frère Patrick Marie. Bonjour frère, très heureuse de vous rencontrer. Bonjour Sophie. Merci de nous accueillir ici. C'était une messe un petit peu particulière, une messe dans une grotte, un lieu à part. C'est pas toutes les églises qui ont accueilli une sainte ou un saint pendant 30 ans. Il s'agit de Marie-Madeleine. Il s'agit de Sainte Marie-Madeleine. Elle a eu le privilège d'être la première personne à voir le Christ ressuscité. On dit qu'elle serait arrivée par les Saintes Maries de la Mer, c'est ça? Et elle aurait participé à l'évangélisation de la Provence? Exactement. Ouais. Elle est allée à Aix-en-Provence, à Marseille. Et à Marseille, elle a remonté un petit cours d'eau qui se jette dans la mer à Marseille et dont les sources sont plus bas. Elle a fait tout ce parcours depuis la Méditerranée pour arriver jusqu'ici. C'est donc son dernier lieu de vie. Voilà. Marie-Madeleine attire beaucoup de monde. C'est une figure très attachante. Il ne faut pas oublier qu'entre le Moyen-Âge et la Révolution, il y a un très gros pèlerinage ici. Ouais. Les rois de France, les papes venaient ici. C'est pour ça qu'on a parlé du troisième tombeau de la chrétienté. Les pèlerins chrétiens allaient à Rome, à Jérusalem et à la Sainte-Baume. En fait, la nature, la spiritualité, tout ça se complète.
Il n'y a pas l'un sans l'autre. Bien sûr. Et si la Sainte-Baume s'appelle ainsi, c'est grâce à cette grotte? Oui, on parle souvent de la grotte de la Sainte-Baume. Alors, grotte en provençal se dit baume. Grotte de la Sainte-Baume, c'est redondant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On grimpe? Et maintenant, on grimpe, on monte au Saint-Pilon. Vous y allez, vous, des fois, au Saint-Pilon? Oui, oui, quand je suis en forme. Oui, écoutez, moi, apparemment, faut que je sois en forme pour la suivre. Hein. Bonne journée. Au revoir. Ça va, Sophie? C'était une sacrée montée, hein? Oui, ça grimpe, ça grimpe. Donc là, on a la mer, vue sur la mer, les îles d'Hyères. De l'autre côté, donc, on est vraiment aux portes de Marseille. Et effectivement, donc, cet aspect vraiment très sec méditerranéen que tu peux voir sur cette face-là. De l'autre côté, donc, on avait la forêt de laquelle on vient, hein, qui est très, très verdoyante. La particularité de cette chapelle du Saint-Pilon, c'est que selon la légende, Marie-Madeleine aurait été élevée par les anges 7 fois par jour pour communiquer avec Dieu, qui avait une sorte de petit oratoire ici, à la base. Donc cette chapelle a été construite autour de cela, donc en hommage à cette légende aussi. D'accord. On avait posé ici un pilier, un pilon, c'est pour ça qu'on appelle l'endroit Saint-Pilon? C'est pour ça qu'on appelle le pilon, oui. D'accord, je comprends. En voilà une autre de belle histoire, une autre légende. Il y en a tellement ici, tu aurais eu tellement d'histoires à me raconter extraordinaires. Tu as beaucoup de chance de travailler ici, dans ce parc naturel de la Sainte-Baume, cet endroit qui a plein de belle énergie et qui est aussi très riche spirituellement. Je ne sais pas si les anges nous ont accompagnés aujourd'hui, mais j'étais très heureuse de faire ta connaissance. Ben, pareillement, très heureuse, Sophie. Là. Ça, c'est les anges, tu vois. Un signe des anges. Exactement. Qui veut une petite tartine pour finir le plat, s'il vous plaît, votre et tout ce que tu préfères. Ah, des petites tartines. Bien sûr, on sait brosser les dents, bien sûr. Cette joyeuse tribu sur le départ, c'est l'Altertour. Un rassemblement de cyclistes qui se réunit chaque été pour réaliser un parcours itinérant et en autonomie. 2 mois d'aventure à travers la France, qui passe 7 semaines par les sentiers du Var. Je rappelle une chose, c'est que l'Altertour, c'est pas un défi sportif, qu'on est plein parmi nous à n'avoir jamais fait de vélo de leur vie, ni n'avoir transporté des sacoches, qu'il n'y a aucune honte à poser le pied pour pousser son vélo à la montée. Et en fait, l'idée, c'est de prendre du plaisir. Voilà. Un petit feu d'artifice! Pas de compétition donc, mais il faudra de l'endurance pour parcourir les 60 km du jour qui séparent Draguignan du village de Barjol. L'Altertour est né il y a une quinzaine d'années du mouvement de lutte contre les OGM. Voyage à vélo de ferme en ferme au départ, il s'est progressivement transformé en un périple organisé vers toute forme d'initiative écologique, sociale et solidaire. On peut s'y inscrire pour une journée ou pour plusieurs semaines. À l'Altertour, ce qui est un peu spécifique quand même, c'est que ce sont beaucoup de gens qui sont sensibles aux enjeux écologiques et à la transition. Et du coup, on a souvent des discussions assez passionnantes sur comment on amorce notre transition intérieure. On se nourrit les uns des autres et ça donne des discussions très riches. C'est à gauche. Les derniers. À gauche. À gauche. Merci. Ça va, Romane? Regarde la belle flèche que je te fais. Magnifique, merci beaucoup. Tous les 2 jours, la cinquantaine de cyclistes découvrent un nouveau lieu.
Bravo. Aujourd'hui, ils arrivent chez Amélie, une semencière qui cultive des plantes potagères, aromatiques et médicinales, afin d'en extraire les graines et les revendre. Alors du coup, ça c'est des graines de calendula, le souci officinal. Et le souci, c'est une plante calmante et c'est apaisant. Les courgettes, on voit des petites graines pas matures non plus, mais du coup, il faut laisser le fruit bien se développer, devenir une courge en fait, pour que les graines soient bien mûres, bien dures. Et après, il y aura juste à récolter. Pendant qu'Amélie explique sa passion pour les graines locales, une autre équipe vient prêter main forte à Antonin. Donc comme ça, on a les premières vis. Un voisin pépiniériste qui a besoin de bras pour monter une serre. Attendez. Ouais, on recule et là vous la faites tourner. C'est pas la bonne taille. Ah le gars. Ah c'est. Ah t'as mis 1, 2, 3. Ah ouais, peut-être un peu long. Voilà, c'est bon, c'est bon. Mais non. Ça va serrer avec le boulot. C'est parfait là. Mais c'est pas. C'est un moment d'échange, de transmission des savoirs, d'expérience, dans une dynamique tout à fait horizontale. Et je pense que c'est ça aujourd'hui que les gens cherchent dans l'Altertour et qu'on cherche de plus en plus. Et puis on sort du domaine de ce qu'on a l'habitude de faire, donc moi je trouve ça magnifique. C'est cool, on a fait le plus gros du boulot que nous on pouvait pas faire à 2 ou 3, donc ça c'est super cool. Bah, merci beaucoup en tout cas pour l'aide et c'était vraiment cool. Après tous ces efforts, il est temps de se faire du bien. Les cyclistes se donnent rendez-vous pour un repas dans un petit coin secret conseillé par leurs nouveaux amis. On a tous des tâches dans la journée, donc il y en a qui cuisinent, il y en a qui préparent le petit déjeuner, il y en a qui font la vaisselle, il y en a qui servent. Et comme ça, chacun participe un peu et c'est bien réparti. Et ça marche bien. Est-ce que tu fais des oignons? Cette répartition des tâches a un autre avantage. Elle diminue les frais généraux du voyage et permet à toutes les bourses d'y participer. C'est une forme de grosse colloque, c'est chouette. Moi j'aime bien les esprits de groupe, j'aime bien l'entraide, la solidarité. Et c'est beau à vivre, je trouve. Nos cyclistes font bien de se reposer un peu, car la route est loin d'être terminée. Après les sentiers du Var, le tour passera proche de Marseille, d'Avignon, puis de Clermont-Ferrand. Un périple de plus de 700 km plein de sens et d'amitié. Bonjour. Ça va et vous? Profitez. Geoffrey, je suis venue chercher un petit peu la fraîcheur ici avec toi à Roquebrune-sur-Argence pour une petite balade en canoë sur l'Argence, justement, qui est cette rivière, ce fleuve côtier pour être précise. Oui, tout à fait. Là, on est sur un fleuve qui traverse le Var d'ouest en est, parce qu'il prend sa source au niveau de Seillon-sur-Argence. D'accord. L'eau est bonne, il y a un petit brin d'air. Franchement, on a les conditions optimales pour se balader. Et c'est le moyen idéal pour observer un peu les espèces qui vivent là, au bord de l'eau. Oui, tu peux les approcher déjà assez facilement sans trop les déranger, donc ça c'est super intéressant. Et tu as une richesse aussi, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore, qui est assez intéressante. Notamment au niveau des oiseaux, tu as énormément d'oiseaux migrateurs ici.
Et tu as notamment des espèces qui me touchent un peu plus, c'est les tortues, notamment, ou les serpents. Bon, que les gens aiment moins, mais les serpents sont des espèces qui sont hyper intéressantes au final. Si toi, tu les connais aussi bien, ces espèces, c'est parce que tu fais partie d'une association. Oui, elle a pour but de sensibiliser et d'éduquer le public, que ce soit des tout petits, de 2 à 3 ans jusqu'à des plus de 77 ans, à la découverte de la biodiversité et l'intérêt de la protéger. Et à côté de ça, justement, on va mener des actions d'amélioration des connaissances sur la faune et la flore locale, en Provence en tout cas, via justement des inventaires, via des sorties qu'on peut proposer au grand public, comme ici sur le fleuve. C'est vrai que c'est un endroit qui est devenu ma maison. Je me sens bien, je connais bien le site quand même. Oui. Franchement, on s'y plaît. Il n'y a pas beaucoup d'eau là. T'es sûr qu'on passe? Ouais. Comme tu vois, le niveau de l'Argence, il est plutôt bas. Ouais. Plus bas que celui habituellement. C'est un vrai problème. Il ne pleut pas assez. Ça a des conséquences pour les humains, mais aussi pour la faune et la flore, là, ici. Ah oui, totalement. Et ça favorise justement le dépôt de ces algues-là qui se développent très très facilement et qui ont tendance un peu à asphyxier la surface de l'eau. Tiens, t'as une tortue. Attends, où ça? Juste à ta gauche, là, elle est sur le tronc. Alors celle-là, c'est la tortue de chez nous. Ça, c'est la cistude d'Europe. Ok. Donc ça, c'est une des espèces qui est un peu plus compliquée à observer ici, parce que tu as la tortue qui vient de l'étranger, justement, qui est la tortue de Floride. Qu'est-ce qu'elle fait là, la tortue de Floride? Souvent issue d'échappées de captivité ou des relâchés de particuliers. Donc c'est une espèce qui n'est plus autorisée à la vente depuis la fin des années 90, mais qui se retrouve dans à peu près toutes les zones humides de France, c'est-à-dire les mares, les étangs, les rivières, les fleuves. Donc ça peut poser des petits problèmes écologiques en remplaçant petit à petit la tortue locale. Alors Sophie, ce que je te propose après cette jolie balade, c'est d'aller à la découverte directement du rocher. Allez. Et de grimper tout en haut. C'est vraiment le lieu emblématique là, pour la randonnée ici. Ouais. Le rocher de Roquebrune, qu'on appelle aussi, suivant l'endroit où on se trouve, la femme endormie. On voit assez facilement en fait, une sorte de figure qui se dessine, avec la tête à gauche et les pieds à droite. Ah oui, je la devine là un petit peu. On voit son profil, on peut deviner son nez. Oui. Un sein peut-être. C'est ça. Le ventre et peut-être un bras là sur le côté avec beaucoup d'imagination. Oui, pourquoi pas. Allez, direction les Trois Croix, ça te va? Allez, je te suis. Allez, go. Tiens, regarde Sophie. Ah, qui on a sur la route? La petite tortue d'Hermann. Salut toi. T'as beaucoup de chance, parce que franchement, les tortues, on n'en voit plus tant que ça aujourd'hui. Là, tu vois, c'est une toute petite, c'est un petit bébé. Est-ce que tu arrives à savoir quel âge elle a à peu près? Alors, là, c'est un petit peu compliqué, parce que du coup, elles sont déjà trop petites. Et normalement, tu comptes en fait les stries de croissance que tu as sur les écailles. Donc généralement, c'est un peu comme les arbres. Donc là, elle est à peu près autour des 4-5 ans, on va dire. Coincé entre des falaises qui culminent entre 300 et 900 mètres pour les plus hautes, le canyon du Verdon, le plus grand canyon d'Europe, se distingue des autres milieux par sa verticalité. Un sentiment d'immensité qui n'échappe pas à ceux qui s'aventurent dans ces gorges. Une expérience vertigineuse qui peut être aussi vécue de manière immersive, en plongeant directement dans les eaux cristallines de la rivière. Depuis 30 ans, c'est le territoire de William, un guide qui fait découvrir son univers en flottant. Sternal, clac, ok.
Vas-y, tu te mets dans l'eau, tu te mets sur le dos. On est prêt à partir, donc on a équipé les personnes avec des sacs de flottage. Donc on appelle ça du floating en fait. Ça va nous permettre de découvrir le canyon du Verdon en nageant dans les petits rapides, en se faufilant entre les rochers. Et ça permet aussi de découvrir tous ces petits passages, passer sous les rochers et de voir le Grand Canyon vraiment du bas, quoi. C'est-à-dire quand on lève les yeux, on voit ces immenses falaises qui se dressent devant nous et ça c'est juste incroyable. C'est une rivière qui se navigue intégralement, sans doute une des plus belles rivières d'Europe à mon goût. Parsemé de rochers d'où l'on peut faire de jolis sauts. C'est génial. C'est une super sensation, pas réfléchir, c'est génial. Dans un cadre pareil, c'est le paradis. Ce parcours de 7 km passe par des parties mythiques des gorges du Verdon. Donc ici on est au couloir du Styx, c'est une succession de marmites d'érosion en fait, qui ont creusé en remontant comme ça. Donc c'est vraiment typique à cet endroit. Et en face de moi ici vous avez le Styx, toute la rivière en fait s'engouffre sous la falaise à cet endroit. D'accord. Donc le Styx c'est un des rapides un peu engagé lorsque vous faites du kayak dans le canyon, quoi. Le Styx, la rivière des enfers dans la mythologie grecque. Un nom choisi par le spéléologue Édouard Martel lorsqu'une de ces deux barques y a été détruite lors de la première descente du Verdon en 1905. Malgré cette exploration tardive, l'histoire entre le canyon et les hommes est ancienne. Dès le Moyen-Âge, des ponts permettaient de passer d'une rive à l'autre. Des Alpes de Haute-Provence au pays varois. Aujourd'hui, ils marquent le point de départ de randonnée vers les falaises du canyon. Nous commençons à voir nos premiers vautours, mais ils sont beaucoup trop loin. C'est normal parce que nous, notre objectif, c'est de monter là-haut pour arriver à leur hauteur. Nous partons en direction le belvédère de Rancoumas. Guide nature depuis 10 ans, Laurent connaît sur le bout des doigts ces sentiers qui dominent le Verdon et qu'il fait découvrir aux visiteurs de passage. Ces sentiers, ils permettaient aux gens de pouvoir se déplacer. Les gens, ils pouvaient descendre à côté de Draguignan pour aller travailler dans les vignes, pour aller faire du cerclage, pour aller faire de la vendange. Ils pouvaient faire de la cueillette de fruits, pareil, un petit peu plus bas. Ce sentier, maintenant, il fait partie des GR. Et on est sur le GR 49. Donc, qui traverse tout le département du Var, du nord au sud. C'est un peu contraignant, il fait un peu chaud. 400 mètres de dénivelé sur une pente raide. Tout le monde n'est pas préparé à ça. Ils sont encore loin les vautours. On n'a pas fait les 2 tiers. Même avec à la clé la promesse de voir les vautours de près. 20 mètres. Ça va ? 20 mètres, ça se fait. 20 mètres. 20 mètres en dénivelé, pas en longueur. C'est 20 mètres en dénivelé et pas en longueur. Ça fait qu'en longueur, il y a plutôt 100 mètres. Mais au bout du compte, tout le monde se retrouve au sommet, où les attendent les vautours et un spectacle majestueux qui méritait bien tant d'efforts. Une vue imprenable, 500 mètres au-dessus du lit de la rivière. C'est vraiment impressionnant. Je pensais avoir juste quelques oiseaux au-dessus, mais là, de les voir vraiment nous frôler, c'est impressionnant. La caractéristique vraiment magique des gorges du Verdon, en fait, elle est là, c'est que les oiseaux, ils font 10 kilos, les pauvres. Donc, si tu les mets en bas, ils n'arriveront jamais à décoller. Par contre, d'ici, l'oiseau, qu'est-ce qu'il a à faire? Il ouvre les ailes et il se jette dans le vide. Et donc, il consomme 0 énergie. Déjà, la falaise l'aide pour nicher, l'aide pour s'envoler, et en plus, l'aide à voler. Donc, tous les facteurs sont combinés ici pour que les vautours s'épanouissent, quoi. Réintroduits au début des années 2000, ils sont aujourd'hui les acrobates et les stars de ce monde vertical.
Bon alors, c'est presque fini là, c'est bon? Parfait, pétard. J'espère qu'on va être présent à l'inauguration. Bonjour messieurs. Ah, il y a du Salut monde. Gérard. Il y a du monde, il y a du monde. Je te présente Sophie. Bonjour messieurs. Ah, Sophie. Bonjour. Oh là, soyez prudents. Oui, tombe pas. Vissez pas. Vous êtes juste en train de le visser là? Oui, oui, on finit et après c'est opérationnel. D'accord, j'arrive au bon moment. Voilà. J'arrive au bon moment. Pas du tout stressant. Gérard, vous me faites peur dans le vide. Vous voulez pas qu'on discute un peu plus haut là? Allez Sophie, on va discuter plus haut. Passez devant Gérard, passez Allez, devant. on y va, on y va. Hop là. Ah, c'est spectaculaire la vue d'ici, hein? Ben ici, normalement, là, tu as tout le massif des morts. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, c'est brumeux. Mais là, on voit jusqu'à Toulon. Là, on a le plus haut massif des morts, la Notre-Dame-des-Anges. Et en temps normal, plus loin, on voit la Sainte-Baume, on voit la Sainte-Victoire et tout ça. Ah bah c'est un beau résumé de mon voyage. Hein, ouais, c'était mon but d'arriver ici. Ben, nous, c'est le plaisir de vous faire connaître un peu le rocher. Hein. Ouais. Et puis, donc, depuis quelque temps, là, on a entrepris avec la municipalité de mettre en place tout un itinéraire. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, il n'y avait rien de balisé, rien d'officiel. Ça fait presque 30-40 ans qu'on essaye petit à petit d'y arriver. Finalement, on y est arrivé. Mais parce que le rocher aux communes, il est tout privé. C'est une propriété privée. Il y a encore une semaine, on ne pouvait pas venir là. D'accord, mais ça c'est grâce à vous alors? Non, grâce à nous, grâce à plein de personnes qui s'investissent sur la commune. Voilà. Grâce à des passionnés du rocher? Un petit peu, oui. Gérard, quand on était sur le canoë, là, avec Geoffrey, j'ai aperçu 3 croix. Elles sont loin, ces 3 croix là? Elles sont là dans 2 minutes. C'est vrai? 5 minutes, c'est vrai. Vous pouvez nous les montrer, vous qui connaissez les sentiers? On va y aller. Allez, c'est parti. La patate, Gérard. Allez, Sophie, plus que 10 mètres. Ah, dernier effort. Allez, allez. Quand je vois ta forme, Gérard, je me dis que c'est une cure de jouvence de monter aux 3 croix. Hein. Allez, on y arrive, ça y est. Et voilà les 3 croix. J'en vois une, j'en vois 2. On y est arrivé, Sophie. Ah non, ça y est, je la vois la 3e. Oh là là, quelle vue spectaculaire. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces 3 croix là au sommet du rocher? Bah déjà, le rocher, en fait, il y a toute une histoire derrière, toute une légende. C'est-à-dire qu'on suppose que lors de la crucifixion du Christ, le rocher serait divisé en 3 parties. Il y aurait eu 3 croix qui auraient été posées sur les hauteurs justement du rocher. Ok, ça aurait créé 3 failles. Voilà, c'est ça. Et ça rappelle un petit peu justement ce mythe, cette légende. Bien sûr. Comment tu aimes parler de ton attachement à ce lieu? Bah déjà par sa nature, sa biodiversité. Bah, comme tu as pu le voir sur le canoë, on a déjà vu pas mal de choses. Donc c'est vrai que c'est un milieu qui est magnifique en soi. C'est d'une richesse naturelle exceptionnelle et d'une richesse humaine aussi. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Merci de m'avoir amené jusqu'ici. J'ai eu chaud pendant ce voyage, mais c'était très beau. Je suis très heureuse d'avoir emprunté les sentiers varois et de terminer avec cette vue exceptionnelle, avec plusieurs massifs là autour de nous. Merci beaucoup. Merci à toi. À tous les deux. Merci à toi. Ces sentiers varois, on ne s'en lasse pas. Je suis très heureuse de terminer ici, au sommet du rocher de Roquebrune-sur-Argence, avec ce panorama absolument exceptionnel autour de nous. Ces massifs que nous avons eu la chance de découvrir ensemble sont des parcours spirituels pour certains, un lieu de ressourcement pour d'autres ou encore un paradis naturel. Peu importe la façon dont on les aborde, le tout est de respecter ces lieux et nous sommes tous acteurs de la protection de ces sentiers absolument exceptionnels en respectant les sentiers balisés et en ne laissant aucune trace de notre passage. Quand même, vous me l'accorderez, quel endroit exceptionnel pour vous dire au revoir. C'est absolument magnifique. Je n'oublie pas, bien sûr, de remercier toutes celles et ceux qui m'ont accompagnée sur ces sentiers varois. Merci pour leur gentillesse et leur bienveillance. Vous le savez maintenant, vous pouvez revivre ces aventures en vous connectant sur le site de France.tv et n'hésitez pas également à nous donner de vos nouvelles sur nos réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages. À bientôt les amis.